Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, vous allez faire connaissance avec Stéphane. Il est ce que j'appelle une personnalité. Stéphane est un agitateur de LinkedIn et c'est d'ailleurs grâce à ce réseau que nous nous sommes rencontrés. Stéphane a un parcours qu'on pourrait qualifier d'atypique. Aujourd'hui entrepreneur de Je Bosse, il va nous expliquer comment il développe les compétences de manière ludique et interactive autour d'ateliers réalisés principalement en visio sur Zoom. Il a commencé sa carrière dans l'informatique, l'amenant doucement vers un poste autour de la formation. Vous allez comprendre pourquoi, à plus de 55 ans, il a décidé de créer son entreprise. Je vous laisse découvrir cet épisode qui inspirera peut-être des entrepreneurs qui se disent qu'ils n'ont plus l'âge pour entreprendre. Très bonne écoute à vous! Aujourd'hui, je reçois Stéphane, qui est un spécialiste de la gamification. Et avant de démarrer le podcast, j'aurais bien aimé que justement tu nous mettes en immersion en nous faisant vivre ou en nous partageant un des icebreakers que tu aimes utiliser. J'ai envie de te poser une question. Vas-y. Est-ce que tu étais clown dans ta classe quand tu étais petit ? Alors j'avais l'envie d'être clown dans ma classe quand j'étais petit, mais j'étais trop timide pour l'être. Et je dirais que j'ai été clown dans ma classe un petit peu plus grand quand j'ai commencé à me dire « bon allez, je peux me permettre », mais de manière très raisonnée, parce que la peur de décevoir papa-maman, la peur de se faire punir. Mais voilà, de temps en temps, ouais, si je pouvais avoir le bon mot pour rire, je faisais. Bon, écoute, c'est la première question que je pose souvent dans un icebreaker qu'on appelle le icebreaker danois. Parce qu'en fait, il est inspiré d'une publicité pour la TV danoise. Je pense que si on cherche sur YouTube « All That We Share », on tombe dessus. Et en fait, le principe, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans une grande salle et des personnes qui sont infirmières, qui sont des motards, des hommes d'entreprise, etc. Et l'animateur leur pose différentes questions et le but du jeu, c'est qu'ils s'avancent selon les questions. Et en fait, pour animer une formation, un jour, on était tombé là-dessus et on devait animer une formation avec 40 personnes ou 50 personnes. Et on s'est dit, c'est vraiment le truc qu'il faut. Et donc, le principe de ce icebreaker que je te donne, du coup, il est tout simple. C'est que tu proposes aux personnes de se mettre debout en cercle, donc un grand cercle. Forcément, s'il y a 40 ou 50 personnes, ça fait un cercle important. Et tu leur poses des questions en leur disant, écoutez, moi, je vous demande de répondre franchement. Donc voilà. Et puis, tu commences par la première question, c'est qui a été clown dans sa classe quand il était petit. Donc, avancer de 2 pas ceux qui sont concernés. Et donc, après, tout l'art de l'animateur, en fait, c'est d'aller chercher la petite anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as un souvenir de cette époque-là, etc. Ça a l'avantage, d'une part, c'est que ça déstresse tout le monde en se disant « Ok, on faut répondre à des questions franchement et avec authenticité, mais bon, ça va, il ne va pas aller trop dans le détail et dans notre intimité. » Mais en même temps, ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin et éventuellement de commencer à parler du sujet de la formation. Je l'ai animé plusieurs fois. Quand tu animes ce genre d'icebreaker avec des gens qui sont dans le développement personnel, par exemple, tu as des questions comme qu'est-ce qui est vegan, qu'est-ce qui a fait déjà l'expérience du désert, qu'est-ce qui fait de la méditation pleine conscience. J'ai fait ça aussi avec des responsables sécurité d'hypermarché, ça va être qui a déjà sauvé une vie. Parce que forcément, il y a toujours une cliente qui a un malaise, etc. Puis il y a peut-être un massage cardiaque. Là, bien sûr, tout l'art de l'animateur, c'est d'aller chercher la petite anecdote et surtout d'être en grande bienveillance et en grand respect, parce qu'il peut y avoir des sujets qui touchent forcément. Quand on commence à parler de sauver une vie, par exemple, il peut y avoir j'ai déjà eu des participants qui n'avaient pas envie de répondre et c'est très bien. Et c'est OK avec ça, quoi. Donc voilà, ça c'est un icebreaker que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple à mettre en place, qu'il n'a pas besoin d'absolument aucun matériel, il faut juste un peu de place quand même. Et après, c'est tout l'art de la question, mais l'art de la question, c'est aussi l'art de la facilitation et voilà. Je me souviens d'un excellent animateur de formation et d'un excellent coach qui s'appelle Étienne Roy, qui lui commençait toujours ses formations en U, avec les tables en U, et puis il proposait un exercice simple pour faire un chevalet. Et en fait, au fur et à mesure de la session, il proposait aux participants d'enlever les tables en U, les mettre ailleurs, et en fait, de permettre aux participants de s'approprier finalement le fait qu'ils sortaient du cadre. Et je trouvais que c'était un bel exercice de se dire, qu'importe la façon dont on commence, l'important c'est que les gens soient en sécurité, se sentent à l'aise, et puis au fur et à mesure, c'est eux qui vont s'approprier l'espace, etc. Et donc l'icebreaker, il est là aussi pour ça. Et tu vois, ça a marché puisqu'en fait, on a brisé la glace et on n'a même pas dit bonjour, on n'a même pas dit salut Stéphane, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Donc comme quoi ça marche. Donc effectivement, aujourd'hui, je t'accueille Stéphane sur le podcast. Et pourquoi je t'accueille sur le podcast ? C'est toi qui vas y répondre, tu vas nous parler de ton parcours. Mais moi vraiment, ce que je voulais mettre en avant, c'est ce que tu fais aujourd'hui, mais aussi
comment tu es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est plein d'enseignements pour beaucoup de gens. Donc, comme souvent sur le podcast Allez, vas-y, l'idée c'est que c'est toi qui vas parler, je vais te laisser la parole, je te laisse y aller, et puis entre deux, je te poserai des questions sur les choses. Donc, Stéphane, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Alors, mon parcours. Alors, tout petit déjà. En fait, c'était plutôt des opportunités. J'ai suivi le courant, en fait. Je me souviens, quand j'étais en terminale, je ne savais pas trop, comme tous les lycéens d'ailleurs, qu'est-ce que j'allais faire. C'est mon directeur de lycée qui m'a dit, tiens, ça serait bien que tu fasses l'ICEN, une école électronique. Pourquoi pas. À l'époque, l'informatique était encore balbutiante, hein, donc on était dans les années 80. Le web n'existait pas. Et donc, j'ai fait l'ICEN, une école électronique de la région lilloise. Après, j'ai cherché du boulot, forcément, sur les lettres de candidature que j'ai envoyées. Il y en a un maximum qui étaient sur Paris. Donc, je suis allé sur Paris, dans une petite entreprise qui était une filiale de Capgemini. Je me suis éclaté. Et puis après, voilà, j'ai fait Kiabi en revenant sur le Nord. J'ai fait la Redoute, j'ai fait Auchan. Et effectivement, c'est tout un parcours d'informatique que j'ai fait d'abord. Mais en filigrane, il y avait toujours une notion de créativité. C'est-à-dire que ce que j'aimais bien dans l'informatique, c'est créer des projets. Voilà, c'est animer des équipes, c'est faire en sorte d'apporter une réponse à un client, etc. Et cette créativité, en fait, je l'ai découverte finalement quand j'ai eu l'opportunité dans ma dernière entreprise, Auchan, de basculer comme responsable formation de la DSI, de la direction des systèmes d'information, et du coup de m'appuyer sur mes compétences en management et en informatique pour découvrir au fur et à mesure des compétences de formation que j'avais déjà un petit peu, parce que j'avais déjà animé des formations, des groupes de partage de pratiques. Parce que dans le domaine plus informatique, il y a une première partie de ta carrière et puis ensuite il y a une partie plus formation. Dans cette partie-là, tu as été manager et tu as amené à manager des équipes. Tu t'es retrouvé avec des équipes de combien de personnes ? Alors, j'ai animé des équipes de 1 personne jusqu'à 120 personnes. Original. Et le plus compliqué, c'était 1 personne, en fait. Mm-hmm. Parce que je me souviens de mes débuts en management, on m'avait dit, tiens, tu vas animer Eric et Xavier, et tu te retrouves avec 2 personnes à animer. Et en fait, si tu n'as pas cette notion de collégialité avec d'autres managers pour voir comment ils évaluent leurs collaborateurs, pour avoir une notion d'équité, de cohérence entre les différents collaborateurs, tu as du mal à piloter. Alors, sur la partie management au quotidien, ça va, mais quand il s'agit d'évaluation, quand il s'agit de progression de carrière, quand il s'agit de formation, etc., tu ne connais pas forcément la jurisprudence, entre guillemets, ou les habitudes des autres équipes, etc. Et là, tu peux être embêté. Donc voilà. Et en revanche, le plus simple, quelque part, c'est d'animer une grosse équipe pour laquelle tu as aussi des managers. Parce que finalement, c'est les managers qui font le boulot et toi, tu animes l'équipe de managers. Voilà. Alors, je dis le plus simple. Maintenant, il faut savoir prendre du recul. C'est pas toi qui manages les équipes, c'est bien les managers. Donc, il ne faut pas prendre leur place. Il faut leur laisser la liberté aussi d'avoir leur propre touche et leur propre empreinte. Voilà, chacun anime différemment. J'ai connu des managers qui étaient managers parce qu'ils étaient experts. Mm-hmm. Et ça se passe très bien parce qu'avec des équipes techniques, l'expert a une autorité naturelle. Voilà. Alors, évidemment, il faut l'accompagner quand il s'agit de gérer des personnes hors cadre ou quand il y a un peu de difficultés relationnelles parce que là, la personne peut être en difficulté. Quand on se retrouve avec des gens qui sont très relationnels, très empathiques, etc., on les accompagne sur d'autres sujets, etc. Donc, chaque équipe et chaque personne a ses talents et ses habitudes ou ses comportements. Et donc, il faut l'accompagner dans ce cadre-là. Mais surtout, pas prendre sa place. Voilà. Et dans le domaine du digital, c'est en plus un domaine dans lequel, effectivement, il y a des personnes qui aiment être managées par quelqu'un qui maîtrise la technique, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les domaines. Comme on dit, la plupart du temps, un bon manager, c'est justement celui qui maîtrise pas, qui est plutôt dans les soft skills plutôt que dans les hard, et puis c'est son équipe qui a les hard. Mais là, en tout cas, dans le digital, je sais pas si tu me confirmes si c'est ça, mais pour avoir partagé avec différentes personnes de différentes équipes, effectivement, il y a besoin quand même d'avoir cette maîtrise technique et une forme de reconnaissance de l'équipe en disant, s'il maîtrise techniquement, je veux bien qu'il me manage. Je dirais oui. Ce qui me fait tiquer dans ce que tu dis, c'est le fait ou ce qui me fait tiquer dans certaines habitudes d'organisation, c'est de nommer effectivement manager des gens qui ne connaissent pas le métier. Mm-hmm. Alors sur des métiers assez simples, des métiers d'exécution entre guillemets, mais sans être péjoratif, quand le métier est assez simple dans le process, etc., on peut l'imaginer. Quand c'est un métier très technique, je me vois mal, par exemple, encadrer des médecins. Ouais, on est d'accord. Sans connaître les clés d'entrée, etc., de ces métiers-là. J'ai connu aussi des directeurs informatiques qui ne connaissaient rien en informatique. Ils se faisaient parfois un peu en papaouté par leur lieutenant qui leur faisait croire n'importe quoi parce qu'ils n'avaient pas les clés d'entrée. Mmh. Donc voilà. Donc le but du jeu, pour moi, c'est pas d'être expert quand on est manager, même si certains experts sont parfois d'excellents managers de par cette autorité d'expertise, mais de pouvoir effectivement avoir simplement au moins les quelques clés de lecture qui font qu'à un moment,
voilà, j'ai le vernis technique qui me permet de comprendre et d'animer et du coup et laisser justement à mes équipes l'expertise qui est la leur et leur légitimité, quoi. Mm. Et de l'avouer aussi, d'être clair là-dessus en disant mon job, c'est pas de vous apporter de l'expertise, parce que là, pour le coup, je ne suis pas expert, mais de vous apporter les supports, de soutenir vos projets à l'extérieur, de faire en sorte que vous soyez bien et que vous ayez les moyens pour avancer, quoi, dans les limites de mes moyens à moi. Bien sûr. Et pour en revenir sur ton parcours, donc tu fais plusieurs grandes entreprises fleurons du Nord qui habillent la Redoute. Qu'est-ce qui te fait passer de la Redoute ou Kiabi, je ne sais plus laquelle des deux expériences, à Auchan? Parce que Auchan, c'est ta dernière grosse expérience vraiment marquante. Comment ça se passe le changement? Bonne question. Je te fais remonter dans tes souvenirs. Oui, non, mais c'est assez simple, hein. J'ai eu 4 changements en fait. Donc, quand j'étais chez Capgemini à Paris, le déclencheur, c'était de dire bon, j'arrête, je vais quitter la capitale parce que les loyers, voilà, si ma famille s'agrandit, voilà, c'est plus compliqué. Les retours de week-end en région parisienne, c'est déjà à Lille, c'est un peu, c'est parfois un peu, il y a pas mal de bouchons sur l'autoroute de la côte, mais voilà, sur Paris, c'est encore pire. Donc je me suis dit bon voilà, c'est l'occasion de repartir en région. Et le hasard a voulu que je revienne sur l'île où j'avais vécu. J'ai fait Kiabi. Kiabi, c'était une équipe à l'époque, une équipe d'informaticiens de 60 personnes. Bon, j'ai fait 2 postes différents, donc avec des sujets divers. Et je me suis dit, bon, au bout de 4 ans, je me suis dit, on n'a jamais fait le tour d'une équipe, mais je me suis dit, bon, c'était intéressant, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Donc je suis rentré à la Redoute à cause de ça. Je suis resté 6 ans à la Redoute avec des super projets. À l'époque, il y avait le passage de l'an 2000. Les plus jeunes d'entre nous n'ont pas su ça. Mais c'est vrai que les systèmes informatiques étaient prévus avec une obsolescence programmée. Quelque part, ils n'imaginaient pas qu'ils dureraient aussi longtemps. Et effectivement, ils se sont aperçus qu'à un moment, la date de l'an 2000, parce qu'on codait les dates sur les 2 dernières lettres, donc les données à chiffres, donc 95, 96, 97. Et puis quand on passait à 2000, on se retrouvait à 00, qui était antérieur à 99. Et donc, on risquait d'avoir des problèmes. Et de fait, il y a eu un gros chantier à l'époque de l'an 2000 quand j'étais à la Redoute. Et moi, j'ai voulu quand même, parce que je me suis dit peut-être que les médias ils insistent beaucoup là-dessus. Et le lendemain, effectivement, de l'an 2000, le 1er ou le 2e de janvier, quand j'ai accompagné les équipes sur le sujet, je suis allé voir les PC qui étaient en train d'être bénés. On a essayé d'allumer un PC. Et de fait, le PC ne s'est pas allumé du tout. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre où il en était, quoi. Ah ouais. Donc voilà, donc c'était pas voilà, pas un mythe. C'était pas un mythe, c'était vraiment une vraie problématique, voilà, qui est la même problématique qui est à moindre échelle quand on fait les changements d'heure, où effectivement les systèmes informatiques, faut pas les remettre une heure en avant parce que sinon ils sont perdus. Voilà, il y a eu aussi à la Redoute le changement du franc en euros, pareil, oui. C'était l'année d'après, donc c'était un peu, voilà, c'est assez des gros sujets que. Bon, à l'époque, j'étais aussi très fan de la communication, donc j'avais couvert l'événement avec des photos, etc. Enfin bref, c'était assez sympa. Voilà. Et donc, pour te répondre à ta question, pourquoi j'ai quitté la Redoute? Tout simplement parce que voilà, on avait des allocations avec les enfants jusqu'à présent, et puis les allocations allaient s'arrêter. Et puis, de façon très économique, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion d'aller voir ailleurs. Et puis, effectivement, ça ne veut pas dire que j'ai cherché le salaire le plus important, parce que c'est un des critères et un des nombreux critères de choix d'une entreprise. Et donc, je suis rentré chez Auchan, oui, c'est ça. Pour la petite histoire, on s'est retrouvé chez des copains communs avec mon futur patron. J'étais très mal, j'ai fiévreux, etc. Donc, et puis il m'a dit, tu connais Infologue logiciel? Je dit non, je connais pas, mais bon, voilà, tu connais tel logiciel? Non, je connais pas, mais de toute façon, c'est des logiciels, donc tout s'apprend, etc. Donc visiblement, mes réponses ont dû lui plaire. Il dit, si tu veux, on déjeune ensemble, tu me ramènes ton CV, et puis voilà. Et ça s'est fait comme ça. Et donc, je me suis retrouvé chez Auchan avec plaisir pour découvrir encore une belle entreprise du Nord. Donc voilà, dans lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre pendant pas mal d'années. Et quand tu rentres chez Auchan, tu rentres dans un poste informatique, responsable informatique? Responsable informatique, à l'époque, je m'occupais de l'approvisionnement et la logistique, donc tout ce qui est toute la chaîne d'approvisionnement en fait. Donc quand il s'agit d'aller prendre des produits chez des producteurs et puis de les emmener en magasin, voilà, et faire en sorte que ce soit le plus efficace possible, etc. Donc je m'occupais des systèmes informatiques. Donc voilà, dans un premier temps, c'était tous les systèmes des pays de l'Est. Il y avait la Russie, la Pologne, la Hongrie, il y avait le Luxembourg, c'est pas un pays de l'Est, mais effectivement, c'est un peu plus à l'Est. Voilà. Et puis un an après, les équipes informatiques ayant fusionné, je me suis retrouvé aussi avec la France, avec les plusieurs dizaines d'entrepôts, etc. Donc des sujets passionnants avec,
on se retrouve avec des logisticiens qui sont finalement des ingénieurs, donc qui sont très pragmatiques, très carrés, etc. et qui doivent suivre le business qui par définition est plutôt incertain, on ne sait jamais où on va, etc. et donc ne doivent jamais être un frein au business, quoi. Donc c'était très intéressant et j'ai eu la chance effectivement d'être intégré au comité de direction de la logistique d'Auchan France et donc d'être au cœur du business et d'être vraiment business partner, comme on dit. Là où parfois les informaticiens sont plutôt des fournisseurs vus par leurs clients internes, là on était vraiment partenaires et puis j'étais au courant en permanence de ce qui allait arriver, etc. Donc ça permet d'anticiper. Ok, donc c'est un beau poste entre guillemets qui fait que ça t'a fait choisir entre guillemets de quitter la Redoute. Oui, ce qui était intéressant comme challenge, c'est que l'équipe qu'on m'a présentée, c'était une équipe qui était divisée en deux pôles différents, qui se communiquaient pas, et avec le client qui avait perdu confiance en l'informatique. Donc il y avait vraiment une notion à la fois de cohésion d'équipe à reconstruire, et à la fois de confiance et de proximité avec le client à reconstruire. Et vraiment, c'est ce qui m'a attiré, quoi. Et c'est ce qui m'a toujours attiré quand quelques années plus tard, on m'a proposé de reprendre la production informatique, donc les équipes d'exploitation. Donc c'était à l'époque 80 personnes. Bon, je me suis dit, oui, moi je suis un homme de projet, donc récupérer ce qu'on appelle le run, c'est-à-dire le maintien des applications au quotidien, c'est bien, mais c'est pas mon trip, quoi. Et puis on m'a dit, bah non, mais les équipes vont un peu mal parce que c'est compliqué en ce moment, etc. Et voilà, j'ai un collaborateur qui rentre en pleurant dans mon bureau. Je me suis dit, ah, là il y a de l'humain, et donc on va y aller, il y a des choses à faire, quoi. Et je me suis éclaté, effectivement. Je pense que c'est pas un métier pour moi, je le comprends maintenant en ayant travaillé sur ma personnalité, mais effectivement, c'est un métier de soute, mais comme la logistique, c'est les gens qui sont sur la soute et qui font que l'entreprise marche grâce à eux, et on n'est pas avare de nuit pour essayer de réparer des systèmes pour que le matin à 8h, tout fonctionne correctement dans les magasins ou dans les bureaux. Entre guillemets, si on parle pas de vous, c'est que tout va bien. Oui, c'est ça. Voilà. Je me souviens des problèmes qu'il y avait eu avec OVH, quoi. OVH, tout le monde est content d'OVH, etc. Et puis, forcément, on va parler d'OVH au moment où il y a une grosse panne ou un incendie. Ouais, mais c'est tellement dommage, quoi. Donc, oui. Même si, les risques, les accidents, ils sont toujours Il faut avoir été informaticien dans le run, donc dans le maintien des systèmes, pour s'apercevoir que le fameux coup de pelleteuse dans une fibre optique, dans une zone industrielle, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Voilà, il y a des travaux, on veut passer le câble ou je sais pas quoi, on fait un coup de pelleteuse, on arrache une fibre optique, et puis tout d'un coup, toute la zone industrielle est bloquée parce qu'elle n'a plus accès à Internet, et puis l'entrepôt est bloqué. Il faut avoir été aussi informaticien pour savoir que ce qui était passé justement chez cet hébergeur bien connu, effectivement que quand l'alimentation électrique principale du data center est plantée, on lance des systèmes de secours d'alimentation, donc c'est généralement des gros moteurs, genre moteur Rolls-Royce là, qui se mettent à tourner pour apporter l'électricité au data center. Et bien c'est à ce moment-là que le système fonctionne mal, alors qu'il a été testé régulièrement, et comme par hasard, l'alimentation principale et l'alimentation de secours sont tous les deux en panne au même moment. Voilà, faut être informaticien pour s'apercevoir que ce risque existe et le risque nul n'existe pas, quoi, en fait. Et ce qu'il faut voir derrière, c'est que effectivement, quand tout fonctionne, ça va. Et pour avoir vécu dans un grand magasin, quand on vous dit, au fait, les cartes bleues ne passent pas, bah, la conséquence, effectivement, quand tout marche bien, on se pose pas la question du fait que ça marche. Et le jour où ça marche pas, je peux vous dire qu'on se fait insulter par les clients et autres. Et comme tu le dis, des fois, c'est juste un câble à la con qui a été coupé à un endroit et qui fait que ça plante toute la zone commerciale en question où tu as pu les accès, ou alors c'est dans l'entreprise, enfin peu importe, mais toujours est-il que tant qu'on ne parle pas de la carte bleue, ça passe. Le jour où on en parle, c'est qu'il y a un gros problème, quoi. Mais quand ça arrive le samedi après-midi au moment des courses, c'est clair que... C'est ça, 16h. C'était le bon moment. Soit quand ça arrivait, il y avait la petite goutte. On a les mêmes vécu. et vraiment, quand tu es sur le terrain, tu te fais insulter de 1000 mots et tu dis oui, vous avez raison. Il n'y a pas de problème, on est d'accord. On va faire au mieux, donner des sous au liquide, et puis sinon, vous avez un truc pour retirer de l'argent. Il y a presque 1 kilomètre à pied, mais allez-y, vous inquiétez pas. Voilà, bref, toujours est-il qu'encore une fois, l'informatique, c'était important d'en parler pour justement montrer que c'est des métiers aujourd'hui où souvent il y a aussi un manque de reconnaissance parce qu'on se dit ça marche, tant mieux. Voilà, le matin, on se lève, on allume, comme tu le disais, un hébergeur, on attend tous d'avoir nos mails, etc. Et c'est normal. Et dès que ça marche pas, on est en colère, mais sauf que tous les jours, entre guillemets, c'est comme les trains qui arrivent à l'heure, hein. Enfin, on râle sur celui qui arrive en retard. Je ne rentrerai pas dans le débat de la SNCF. C'est quand le moment où tu dis l'informatique, j'ai entre guillemets fait le tour, hein, comme on en parlait tout à l'heure, et j'ai envie de basculer sur autre chose. Parce que c'est pour ça que je voulais te parler de ces expériences, parce qu'on sent déjà qu'au fond de toi, il y a de l'humain. On sent déjà qu'il y a des choses comme ça qui te motivent. Mais c'est quoi le moment de bascule et qu'est-ce qui te fait vraiment choisir cette bascule pour passer de l'informatique à autre chose ?
En fait, ça s'est fait en 2 temps. C'était en 2009, j'avais fait 5 ans d'approvisionnement logistique. Donc voilà, assez content de ce que je voulais faire. Puis je voulais changer, voilà, parce que j'ai un côté... voilà. Autant je comprends que des gens restent 10 ou 15 ans dans le même poste et qui sont toujours performants à ce poste-là, autant moi je fais plutôt partie des gens qui ont envie de bouger, que voilà, une fois que j'ai apporté ma pierre pendant 4-5 ans, j'ai toujours peur que mon sens critique soit aiguisé et que j'apporte un petit peu moins, donc j'ai envie d'aller voir ailleurs et puis de faire de nouveaux projets. Et puis à ce moment-là, ma DRH de l'époque m'avait proposé d'être responsable formation de la DSI. Donc je me suis dit ouais, pourquoi pas, c'est vrai que ça fait longtemps que je veux passer dans les RH, etc. Déjà, mon premier job, j'ai demandé à ma DRH, c'est quoi la DRH, etc. Puis elle m'avait répondu, tu sais, tu risques de t'ennuyer. Bon, forcément, quand j'étais chez client, j'étais facturé et donc en tant que DRH, j'étais plutôt, j'étais pas facturé. Donc après réflexion, je me suis dit oui, je me suis bien projeté dans le poste, etc. Et puis au dernier moment, ma DRH m'a dit, écoute, tu sais, il y a un poste qui se libère là en prod, je voudrais pas que tu regrettes ton choix, etc. Bon, j'ai compris qu'en fait, j'avais pas le choix et que voilà, quand mon directeur informatique m'a dit, écoute, tu vas prendre rendez-vous avec ton patron pour aller manger avec lui et discuter, voilà. Et donc, bah voilà, et quand j'ai rencontré Pascal, que je salue au passage s'il m'écoute, ben voilà, j'ai dit ok, ça marche. Il y a des enjeux humains et des enjeux de nouveautés, de missions à mener dans cette équipe d'exploitation. Donc voilà. Et donc j'ai basculé à ce moment-là, donc pendant 3 ans. Et puis effectivement, au bout de 3 ans, voilà, il y a eu un contexte où j'étais pas bien. Voilà, c'est des métiers qui sont quand même très, très sollicitants. Hein. Dans l'équipe, j'avais, je pense, 7 astreintes permanentes, donc des gens qui étaient en astreinte 24/7. Donc forcément, en tant que responsable de cette équipe-là, bah, toi, tu es toujours un petit peu sur le qui-vive. Donc voilà, tu as un niveau de stress chronique qui est assez permanent. J'ai eu la chance d'être coaché à l'époque, et merci encore à Florence si elle m'écoute, de m'avoir accompagné, effectivement. Et donc, j'ai refait mon projet professionnel. Et puis, bah, mon projet professionnel, c'est peut-être de changer. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, où je change pour quitter l'entreprise et devenir directeur informatique ailleurs, etc. Ou bien je change pour changer de métier. Voilà. Et puis, le hasard a voulu que le poste de responsable formation se libérait à nouveau. Et donc, j'ai postulé. Entre-temps, le DRH avait changé. Donc, il a fallu que je fasse un certain nombre d'entretiens, etc. Le DRH m'a dit, écoute, moi, ça me va bien, mais je peux bien sûr pas t'embaucher, pas te prendre à ce poste-là avec la même classification et le même salaire qu'en tant que responsable département, tu comprends bien. J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Il a été, je pense, assez étonné, mais moi, j'ai accepté parce que mon propos, c'était justement le challenge du boulot. Et comme disait ma coach à l'époque, bah, écoute, tu descends un escalier de quelques marches pour reprendre un autre escalier. Bah, au fur et à mesure, tu vas gravir d'autres marches, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, et ben, je ne le regrette pas du tout, parce qu'effectivement, ça fait déjà 12 ans maintenant, et dans 11 ans, et vraiment, j'ai découvert une autre facette de métier. Je suis passé de l'ingénierie informatique à l'ingénierie pédagogique, et finalement, tu as des entrants de gestion de projet, d'écoute client, d'empathie par rapport aux besoins, etc., et de réponse à un besoin, qui sont les mêmes, et après, tu y réponds bien sûr différemment. D'un côté, c'est des solutions informatiques, de l'autre côté, c'est des solutions d'animation, des contenus de formation, et ce genre de choses. Ok, donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est que tu as pu basculer d'un escalier à un autre sans faire complètement un grand écart, puisque tu étais sur la formation avec un lien avec l'informatique, et puis tout doucement, après, tu as lâché ce lien avec l'informatique. C'est ça, après, tu es passé sur carrément une voie 100% formation. Carrément, oui. Bah, en tant que responsable formation de la DSI, c'est pas tant les aspects techniques que je connaissais, que je voulais développer, c'est plutôt les aspects humains. Donc, bien sûr. Donc le premier parcours qu'on a fait avec Étienne, dont je parlais tout à l'heure, le premier parcours était pour les chefs de projet, c'était un parcours de 12 jours sur 3 ou 4 mois. Et donc on leur faisait faire un vrai projet de l'entreprise, mais à 12. Et donc toute la difficulté, c'est de savoir qui allait être chef de projet. Est-ce qu'ils allaient tous être chef de projet? Et c'est quoi être chef de projet par rapport aux autres? Le rôle de l'autorité là-dedans, etc. Enfin, vraiment tout un travail, effectivement, de prise de conscience de ce que c'est que finalement l'autorité ou la gouvernance ou le pilotage d'un projet, quoi. Voilà. Et puis après, avec toutes des possibilités de sortir du cadre, parce que les comités de pilotage, ils pouvaient les faire comme ils voulaient. Donc je me souviens d'un jour d'un comité de pilotage, ils ont fait ça sous forme de sketch pour expliquer les risques, etc. Donc, et après, ils étaient un peu, pas inquiets, mais ils disaient, mais est-ce que dans la vraie vie, on pourrait faire ça? Et bien sûr, on n'a pas donné de réponse, parce que c'est à eux de trouver les réponses. Mais finalement, tout est possible. Moi, j'ai déjà fait des présentations de projets après, avec un caout en faisant des quiz, voilà, pour donner l'état d'avancement. Et donc, et ça surprend forcément, mais en fait, les gens accrochent très vite parce qu'ils se rendent compte que le contenu est là. Simplement, c'est la modalité qui fait que c'est surprenant, et du coup, c'est intéressant et c'est captivant. Top, c'est une super expérience. Et c'est un super partage aussi. On va pas faire tout le parcours au champ sur la formation, mais c'est quoi tes plus grandes réussites selon toi sur la partie formation quand tu es arrivé chez Auchan, et plus pas formation DSI, mais vraiment formation où tu as carrément lâché, entre guillemets, ce côté rassurant qu'il peut y avoir de ton ancien parcours?
Alors, en termes de réussite, il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment kiffé, quoi. Donc, le parcours dont je parlais pour les chefs de projet, qui est un vrai beau parcours, où effectivement, on a réussi à mettre en place plusieurs journées avec des intervenants différents et avec une vraie cohérence. Et je me souviens d'un gars qui avait quitté l'entreprise et qui m'avait dit, lors d'un after-work, il m'avait dit, tu sais, c'est le meilleur parcours que j'ai jamais fait, quoi. Donc là, même si toi, t'es pas directement, c'est quand même le travail de tout un collectif d'animateurs, etc., qui avons conçu ensemble ce truc-là. Je trouve que c'est toujours gratifiant. Un deuxième parcours qui m'a beaucoup plu, et je fais un petit clin d'œil à Sébastien Vout s'il nous écoute, c'est une formation qui s'appelait Don't Panic, qui était une formation de gestion de crise. Je venais justement de sortir de mon poste de responsable informatique pour l'exploitation à la production. Là. Très souvent, les cadres d'astreinte avaient besoin d'être formés. Comment on gère une crise, comment ça se passe. Et puis, forcément, il y a toujours des nouveaux qui rentrent dans le roulement des astreintes. Et donc, ils ne sont pas formés. Et puis, à l'époque, il y avait peut-être 600 systèmes d'information, 600 logiciels différents. Donc, forcément, toi, tu en connais 10-15 qui sont dans ton périmètre. Les autres, tu ne les connais pas du tout. Et donc, avec Sébastien, on avait mis en place un jeu, en fait. Donc, c'était un petit peu comme un jeu de loi sur le plateau, avec 7 cases, des parcours de 7 cases pour chaque équipier. Les 7 cases représentant les 7 heures de travail ou les 8 heures de travail. Ça se joue en binôme, donc il y avait 4 binômes. Et puis, en début de journée, on leur disait, vous gardez vos téléphones ouverts parce que vous êtes d'astreinte, considérez que vous êtes d'astreinte et que vous pouvez être appelé ou avoir des SMS à tout moment. Et donc, c'était parti là-dessus, sur vraiment un côté très immersif. Et effectivement, on n'hésitait pas à leur envoyer un SMS en disant, tiens, attention, il y a un système de caisse qui est planté à Vélizy, ce genre de choses. Et puis, donc, on explorait au fur et à mesure toutes les zones à risque, etc. Et puis, il y avait notamment 2 simulations importantes. Une première simulation, c'était quand il y avait une configuration du type Monopoly, où on a toutes les cartes jaunes ou toutes les cartes bleues qui sont étalées sur la table. Le premier qui appuie sur le bouton buzzer au milieu va devoir gérer la crise. Donc voilà. Donc à ce moment-là, il sort de la pièce et avec 2-3 feuilles qui font un brief de crise. Voilà, il y a un système de caisse qui s'est planté sur Vélizy, il y a 3 caisses qui sont plantées à Bagne, il y a un écran bleu à Fache. Est-ce qu'il faut lancer une cellule de crise ou non? Et ils ont 8 minutes. Donc voilà, ces 8 minutes, c'est pas la réalité. La réalité, c'est peut-être 2 ou 3 heures. Mais globalement, on est sous stress. Voilà. Et donc, ils doivent appeler les astreintes techniques pour savoir ce qui se passe. Et donc, ils ont les numéros des astreintes techniques et quand ils téléphonent, en fait, ils téléphonent aux personnes qui sont restées dans la salle, qui ont des éléments de langage correspondant à des éléments techniques. Et donc, ils doivent appeler l'un et puis qui dit « Bah non, je suis pas là, je reviens tout à l'heure, etc. » Enfin bref, mon patron est pas là, il faut que je rappelle. Appelez plutôt un tel. L'autre qui lui donne des éléments mais pas tout, donc il doit rappeler le précédent, etc. Et donc, au bout de 8 minutes, ils rentrent dans la pièce et ils disent « Est-ce qu'il faut lancer une cellule de crise ou non ? » Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des gens qui sont très compétents sur un sujet qui vont dire « il n'y a pas besoin, c'est pas grave ». D'autres qui sont moins compétents qui vont se dire « vaut mieux lancer une cellule de crise parce que je ne suis pas sûr ». Et les 2 réponses sont bonnes. Simplement, bien entendu, l'important dans ce cas-là, c'est le débrief. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez déjà vécu des cellules de crise? Quels sont les bons réflexes à poser? Quelles sont les questions à poser aux clients, aux utilisateurs? Comment on sollicite? Comment faire en sorte d'avoir les réponses et de pouvoir analyser le plus vite possible? Et donc ça, tout ce travail-là est super important. Et donc, deuxième séquence, on considère que vous avez décidé de lancer une cellule de crise. Vous allez animer cette cellule de crise pendant 5 minutes ou 10 minutes. Voilà. Et donc, effectivement, là, pareil, comment on s'organise pour faire le qui, quoi, quand, qui va intervenir, quand est-ce qu'on se retrouve? Et notamment, cette double mission importante, c'est d'un côté, gérer la crise, de l'autre côté, communiquer. Et très souvent, en gestion de crise, si tu as un problème avec ton fournisseur Internet, tu dis « je ne suis pas au courant et je ne sais pas comment ça avance ». C'est la difficulté des utilisateurs, c'est qu'ils ne sont jamais au courant de… Voilà. Et donc là, l'important, c'est avoir cette double casquette. D'un côté, quelqu'un qui est chargé de résoudre les problèmes et quelqu'un qui, lui, est un peu plus en recul et qui, lui, est chargé de communiquer et de rassurer tout le monde. Mais pour la petite histoire, le midi, on disait « écoutez, comme on est en crise, on n'a pas le temps d'aller manger ». Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va commander des pizzas. Et donc, on commandait des pizzas et les participants à cette formation mangeaient des pizzas debout entre midi et 2, mais ça leur posait pas de problème du tout. Et sur le coup de 11 heures quand même, il y avait une carte spéciale dans le jeu qui disait « il n'y a jamais de cellule de crise sans des barres chocolatées ». Et là, on sortait des Bounty, des Mars, etc. Et voilà. Et donc, on était vraiment dans de l'immersif, effectivement. Et les personnes sortaient avec la banane de la formation à 17h ou 17h30. Et je me souviens d'un collègue qui avait fait la formation le jeudi, je crois. Le samedi, prenait l'astreinte. Il dit « nickel, quoi, les doigts dans le nez ». J'ai pas peur. J'y connais absolument rien. Je suis pas plus expert, mais je sais quels sont les réflexes et je sais que j'ai pas besoin de m'inquiéter, quoi. Il y a du monde derrière. Ce que je trouve génial, c'est 2 choses. C'est le fait de dire, quand on fait de l'immersif et quand on va jusqu'au bout, on crée une vraie expérience et on rassure les gens. Et le deuxième, c'est que
j'inviterai vraiment beaucoup de formateurs à écouter cette partie-là et je ferai en sorte de garder cette partie-là pour la mettre en avant parce que c'est bien clair ce que tu as expliqué, c'est être formateur. En fait, là, tu n'as pas de savoir. En fait, tu fais en sorte de faire acquérir des savoir-être, même plus que des savoir-faire. Et puis, tu dis bien à la personne, il n'y a pas de bonne décision. En l'occurrence, vivre une cellule de crise, quand tu as une cellule de crise, il y a tout un cas de type de cellule de crise. Là, on parle de plutôt système informatique, mais il peut y avoir des cellules de crise suite à un hold-up, etc. Comment gérer ça ? Effectivement, il n'y a aucune formation qui va donner les bonnes réponses. On va donner des angles d'attaque, on va faire réfléchir les gens pour se dire la fois suivante, vous aurez déjà réfléchi à ce type de problème, donc vous aurez une sorte d'expérience où vous serez un peu rassuré. Donc ça, c'est un point vraiment important parce qu'on a encore aujourd'hui, je croise encore pas mal, j'entends encore des gens qui voient la formation comme le formateur arrive. Au lieu d'être un formateur, c'est un prof en fait, il vient donner tout son savoir. Oui, une partie peut-être dans certaines formations, il n'y a aucun problème là-dessus, mais dans la majorité des cas, c'est essayer de transmettre une expérience, transmettre avant tout des savoir-être qui vont permettre de gérer la situation. Les connaissances, elles se trouvent un peu partout aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette petite parenthèse, parce qu'elle était, pour moi, c'était une vraie belle mise en lumière sur le métier de formateur et sur la manière dont on peut faire des formations sur un sujet, gestion de crise. C'est pas passionnant à la base, et là, tu l'as rendu passionnant. J'ai presque envie de jouer avec toi au jeu, quoi. Mais bon, on va pas le faire là sur le podcast. Alors, tu as raison de le signaler. C'est aussi vrai pour les formations management. Quand on fait une formation sur le management, on n'arrive pas vierge de toute connaissance. D'abord parce qu'on a souvent été managé soi-même, par ses parents d'abord, par ses premiers managers, par ses profs, voilà. Peut-être qu'on a des enfants, donc mais quelque part, on a des leviers de management, on a peut-être organisé une kermesse à l'école ou un spectacle, ce genre de choses. Et donc tous ces éléments-là font partie finalement de tout ce qui est de l'animation d'équipe et du management. Et donc je me souviens de quelqu'un qui disait, moi j'ai jamais managé. Bah si, attends, t'es peut-être mère de famille, t'as peut-être organisé un salon d'entreprise dans ton école, etc. Et donc toute cette connaissance que les participants peuvent avoir, elle est bonne à prendre parce que chacun et si on les met en commun, c'est ce qu'on appelle la pédagogie relationnelle ou bien le peer-to-peer learning, n'est-ce pas, pour parler anglais, ou l'apprentissage des pairs. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire, finalement, parfois, le contenu de la formation, il n'est pas dans la tête de l'animateur, il est là dans la tête des participants et il est disséminé. Et donc tout l'art de la formation, c'est justement de pouvoir aller récupérer le contenu là où il est. Il peut être sur un site web, il peut être dans un document, il peut être dans un PowerPoint, il peut être dans une vidéo, dans plein de trucs. Et donc voilà, de trouver le bon équilibre entre le contenant et le contenu, entre la forme et le fond. C'est beau. Franchement, c'est beau. Voilà, ça, c'était un exemple de choses que tu as pu mettre en place chez Auchan. On va accélérer un petit peu pour t'amener sur ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une bascule vers ce que tu es aujourd'hui dans ton expérience Auchan ? Est-ce que tu veux en parler ? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux expliquer de manière précise, ou est-ce que tu veux aller rapidement pour dire où tu en es aujourd'hui ? Je peux raconter ce qui est arrivé. En fait, l'entreprise a lancé un jour un plan de départ volontaire, voilà, parce que il y a des moments où c'est important de prendre les bonnes décisions. Et puis autant je m'étais toujours dit, je créerai pas une boîte si je suis pas avec quelqu'un, et si j'ai pas une bonne idée, je trouvais pas l'idée. Surtout en informatique, je voyais pas trop les idées il y en avait sûrement, mais bon, j'en avais pas. Puis j'avais pas de collègues. Et puis là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une opportunité. Et puis là, j'avais 10 ans de pédagogie derrière moi, donc je me suis dit, peut-être il y a des choses à faire. Et en fait, ce plan de départ volontaire est arrivé un petit peu avant le confinement en 2020. Et donc, le temps du confinement, et puis notamment le chômage technique, etc., m'a permis d'aller creuser un petit peu, qu'est-ce qui existe sur le marché en termes de formation, etc. Et puis, je me suis aperçu que des formations sur le management ludique et en visio, il y en avait très peu. Voire pas du tout, il n'y avait pas d'offre, en tout cas j'en ai pas vu, voilà. J'ai vu énormément de jeux de cartes de toutes sortes sur des tas de sujets différents, mais je me suis dit, tiens, il y a des trucs sur le ludique et sur le management, et alors le management au sens large, comme je disais, c'est effectivement tout ce qui est animation d'équipe, et parfois il y a des non-managers qui ont des problématiques de motivation, des problématiques de stress, etc., qui sont propres aussi au monde professionnel, et donc je me suis dit, il y avait des choses à faire, quoi. Et donc je suis parti là-dessus, et donc je me suis dit, voilà, et puis l'avantage d'un plan de départ volontaire qui est bien organisé par l'entreprise, qui prend soin de ses salariés, c'est qu'effectivement, du coup, il y a un congé de reclassement, il y a des
des limites de reclassement, etc., qui fait que je dis pas qu'on est confort, parce qu'il y a toujours ce stress de se dire est-ce que ça va marcher, etc., mais globalement, on est accompagné et on est suivi effectivement par des gens spécialisés dans la création d'entreprise. Pour préciser, au moment où tu acceptes de rentrer dans ce plan de départ volontaire, tu as quel âge ? Alors, c'était en 2020, donc j'avais 58 ans. Voilà, et 58 ans, c'est l'âge qu'avait Ray Kroc quand il a repris McDonald's. Tu sais, il y avait quelques boutiques de hamburgers, etc. Ouais. Bon, je ne sais pas si l'entreprise The Boss sera un jour comme McDonald's. Voilà, mais il n'y a pas d'âge pour créer une entreprise, voilà. Et donc, c'est pour ça que je voulais insister là-dessus, même si, bon, normalement, on parle pas d'âge, tout ça. C'est bien de dire aussi que, il y a un moment, avoir la bonne idée, il y a pas forcément, c'est 20 ans, 30 ans, c'est trop tard. Enfin, quelqu'un qui a une bonne idée à 45 ans, vas-y, lance-toi. Je voyais sur LinkedIn il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait créer sa boîte à 40 ans, mais c'est dingue. Je me suis dit, j'en ai presque 60, moi j'ai pas de souci là-dessus. Mais effectivement, je pense que dans le regard moyen des personnes, il y a, alors c'est peut-être propre à la France, j'en sais rien, mais il y a cette idée-là. Je me souviens d'un entretien que j'avais eu à une époque, il y a quelques années, où je me sentais pas bien, donc j'avais 56, 57, je sais plus, donc j'avais commencé à chercher du boulot et d'envoyer des CV, et puis je reçois un soir un mail en disant, voilà, malgré tout l'intérêt de votre candidature, nous ne pouvons pas répondre de façon positive. Donc je regarde le mail, je regarde, il n'y a plus personne dans le bureau, ma chef est dans son bocal là-bas, visiblement elle n'est pas au courant, donc je vois qu'il y a le numéro de téléphone de la personne qui m'envoie le mail, je décroche mon téléphone, je l'appelle. Donc la personne très surprise, excusez-moi, vous êtes sûr qu'il n'y a pas moyen, je ne vais pas insister lourdement, mais il y a peut-être il y a peut-être des éléments dans mon CV ou dans mon parcours qui ne vous ont pas fait sauter aux yeux. Non, on a changé, alors voilà, l'argumentation c'était qu'ils avaient changé le profil effectivement, qu'ils avaient trouvé du coup. Puis au bout de 5 minutes, le gars me dit, vous avez une voix dynamique. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Comme j'ai les cheveux gris, j'ai 58 ans ou 57 ans, visiblement, je dois plus être bancable, quoi. Voilà. Et je me suis dit, c'est dingue, quoi, parce que... Alors, effectivement, moi, j'ai des collègues qui ont mon âge ou parfois plus jeunes qui ne pensent qu'à la retraite, et c'est légitime aussi. Moi, je me dis, attends, il y a plein de trucs encore à vivre, il y a plein d'expériences à faire vivre aussi, donc ça serait dommage de pas en profiter, quoi. C'est vrai. On n'a qu'une vie, hein. Ah ouais, c'est vrai, tu as totalement raison, et c'est vrai qu'on a des a priori, et... on se crée des clichés, des schémas de dire cheveux gris, tel âge, donc c'est bon, c'est plus une personne dynamique, alors que le dynamisme, il tient pas à l'âge. Je connais des gens de 30 ans qui n'étaient pas très dynamiques. Donc voilà, même à 20 ans, il y en a certains qui ne sont pas très dynamiques. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on essaye d'enlever tout doucement les clichés. Et est-ce que tu veux bien nous parler de l'entreprise que tu as créée, de comment tu as cheminé pour créer cette entreprise, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui sont un peu intéressantes à partager, parce que les gens ont besoin de savoir un petit peu sur quoi tu as pu buter, quelles ont été tes bonnes surprises, enfin voilà, un petit peu le parcours et le cheminement. Quand j'ai cherché à créer l'entreprise, j'ai essayé de regarder quel était le créneau le plus adapté pour faire des formations au management. Et en fait, c'est un collègue de la formation qui s'appelle Benoît, qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute ce podcast, qui m'a dit, si j'ai bien compris, tu veux faire du présentiel ou du distanciel, donc le distanciel sera moins cher. Et je me suis dit, non, attends, le distanciel, ça prend énormément plus de temps, parce que voilà, je dis toujours, pour construire une formation d'1 heure en distanciel, il faut pratiquement le même temps pour construire une formation d'une journée en présentiel. Parce qu'il y a une question de rythme, de contenu, de gestion de l'attention qui est super importante, parce qu'on est à distance et puis on a de la charge cognitive qui est différente. Et donc je me suis dit, c'est peut-être ça, voilà, le créneau, c'est celui-là, je pense, de trouver effectivement des formations et de devenir spécialiste effectivement des animations de ce qu'on appelle la classe virtuelle, dans le langage tribal des formateurs. Voilà, mais donc effectivement les formations en Zoom plutôt, parce que Zoom, je pense que c'est l'un des outils les plus adaptés, les plus souples pour les plus complets sur le sujet. Et donc j'ai créé du coup Je Bosse, donc avec ce petit jeu de mots entre le jeu qui est le ludique et le boss qui est un petit peu le côté rugueux, quoi. Le boss, ça fait un petit peu management à l'ancienne, et j'aimais bien cette opposition. Voilà, et puis avec un logo avec la petite main qui vient aller chatouiller le boss et puis qui rajoute le côté un petit peu fun. Ce que j'ai voulu, c'est effectivement apporter des ateliers qui sont... Alors, en Zoom, il y a des caractéristiques particulières. Si tu fais une formation distancielle, tu ne vas pas proposer une formation d'une journée, très clairement. Donc je me suis dit, quel est le bon créneau, quel est le bon délai. Je me suis dit, 2 heures, à mon avis, c'est le maximum. Même 3 heures, je pense que ça peut être rédhibitoire. Et donc je me suis dit, j'ai proposé des ateliers de 2 heures. Donc faire quelque chose en 2 heures, c'est forcément... Voilà.
Je suis pas naïf, hein. J'ai fait de la pédagogie pendant quelques années, donc je sais très bien qu'en 2 heures, on ne va pas faire grand-chose entre guillemets. Parce que mine de rien, il suffit de 2 heures parfois pour faire un déclic. Il suffit de 2 heures pour capter une technique qui est vachement intéressante, qui va changer ma vie, entre guillemets. Ça, c'est des participants qui m'ont dit « Waouh, j'ai découvert des trucs, c'est impressionnant !» Donc voilà. Et puis, ça n'empêche pas qu'en amont des 2 heures et en aval des 2 heures, tu envoies des mails, ce qu'on appelle la pré-com dans le langage tribal ou la post-com. Voilà. Donc, dans les mails de pré-com, tu vas rentrer dans le sujet, tu vas proposer aux personnes de se présenter parce que comme ça permet de gagner du temps dans les 2 heures et éviter de faire un icebreaker, justement. Tu vas donner éventuellement quelques premières ressources. Moi, ce qui m'arrive parfois, c'est d'envoyer le support des participants. Et en fait, le support contient déjà tout. Mais avec juste ce qu'il faut de petites ouvertures, etc., qui fait qu'à un moment, l'atelier sera quand même complètement nouveau. Voilà. Et puis en post-com, effectivement, il y a des rappels, il y a de la réactivation, il y a du réancrage. J'ai encore quelques petits secrets que je suis en train de prévoir, voilà, pour le prototype là, que j'anime lundi prochain. Effectivement, j'ai encore une modalité de post-com qui est sympa. Voilà. Et puis l'idée aussi, c'est de me dire, j'ai pas envie non plus que les personnes qui suivent un atelier Je Bosse en suivent un deuxième et se disent ouais, en fait c'est toujours la même chose en fait. Et donc chaque atelier est différent. Donc voilà, c'est là où je retrouve moi ma créativité. Voilà, quand je peux créer des choses nouvelles, j'adore. Et donc pouvoir créer des ateliers qui sont chaque fois différents. Voilà. Donc voilà, il y a un atelier sur la motivation, c'est plutôt des quiz en challenge où il faut trouver la réponse vite. J'ai un atelier sur le stress, c'est un jeu de cartes. Alors tu vas me dire comment on joue aux cartes en Zoom. Je suis pas informaticien pour rien, donc les participants à l'atelier se retrouvent avec leurs cartes qui sont sur leur téléphone et sur l'écran de l'ordinateur, ils trouvent la table avec la pioche, la défausse et puis les nombres de points des joueurs. Le jeu de cartes que je dois d'ailleurs à Nicolas Tondeur que je salue au passage. Le jeu de cartes donc est une reprise du jeu de Nicolas et donc on est vraiment basé sur le stress et donc avec une approche coaching puisqu'on l'a fait avec Nicole Hardy, une collègue. L'idée c'est d'avoir une approche de prise de parole en fait. Il y a certaines cartes pour gagner des points. Le but du jeu, c'est de s'exprimer. Voilà, quels sont les 3 indicateurs qui me font dire que mon collègue est sous stress. Et donc, ça permet de partager et donc de faire de la pédagogie relationnelle, hein, donc du peer learning. Donc, d'apprendre par les autres, de se dire « Ah oui, tiens, j'ai pas pensé à ça, c'est vrai qu'il a raison. Tiens. Ça, c'est le genre de choses que je peux faire pour donner un coup de main à un collègue qui n'est pas bien en ce moment. » Voilà. Je prévois un atelier sur l'icebreaker là, pour le mois de mai. Donc, j'ai le prototype le 14. Voilà, je crois que j'aurai quelqu'un qui s'appelle Frédéric qui va y participer, il me semble. Le 14, j'ai dû déposer forfait pour des engagements bénévoles, mais je serai là au prochain, au mois de mai. T'inquiète pas. Voilà, le bénévolat dans toute sa splendeur. Et donc, j'ai encore un atelier sur les icebreakers. Et là, l'idée, c'est qu'ils vivent les icebreakers et qu'ils les animent eux-mêmes. Voilà. De la même façon que j'ai un atelier que j'anime en prototype lundi prochain sur zoomer une formation. Et donc, la formation sera un prétexte en mode Inception à voir comment fonctionne une formation en Zoom en utilisant la formation qu'ils sont en train de suivre. Et donc, l'idée à chaque fois, c'est toujours des choses différentes pour faire en sorte qu'à un moment, il y ait toujours une expérience ludique et fun. Voilà, que les gens soient pris. Je me souviens trop de mes années d'études. Enfin, voilà, quand j'ai fait de la prépa parce que j'ai fait une école d'ingé. Donc, forcément, tu as 2 ans où tu fais des maths, de la physique à haute dose. Alors, effectivement, ces domaines-là sont parfois intéressants. Mais voilà, tu passes pas forcément du bon temps à apprendre. C'est intéressant une fois que tu as appris, tu connais la connaissance. Voilà. Je trouve que c'est dommage de ne pas allier le fait qu'on passe du bon temps pendant la formation et qu'on ait aussi plaisir à avoir acquis de la connaissance. Et donc l'idée, c'est à la fois la motivation extrinsèque de se dire j'ai acquis une capacité nouvelle et une motivation intrinsèque de se dire je passe un bon moment pendant la formation et je découvre plein de trucs et je suis surpris, je suis amusé, je rencontre d'autres personnes, je fais des partages de pratiques, j'ai des témoignages, des genres de choses et puis j'ai plein de contenu et on se fout pas de ma tête, quoi. Donc voilà, là tu as résumé quelque part l'état d'esprit de Je Bosse que j'essaie de monter depuis quelques mois. Et justement, en construction d'entreprise, est-ce qu'on peut faire un petit clin d'œil à une difficulté que tu as vécue au moment où tu lances Je Bosse par rapport au nom de ton entreprise, justement? C'est une vraie question. Effectivement, quand j'ai créé Je Bosse, initialement, ce n'était pas le nom définitif. Je m'étais dit, en bon utilisateur LinkedIn, je fais quand même des formations sur LinkedIn, donc voilà. On y reviendra, justement. Mais en bon animateur de formation sur LinkedIn, je me suis dit, je ne vais pas attendre d'avoir créé ma boîte et d'avoir le nom de ma boîte pour commencer à faire le buzz. Donc je me suis dit, je vais créer un nom temporaire, voilà. J'ai failli mettre la boîte qui n'existait pas, mais bon, finalement, je me suis dit, Je Bosse, c'est pas mal, il y a ce côté un peu sympa, donc j'ai
j'ai créé, en octobre 2020, j'ai créé la page et puis j'ai commencé à publier des icebreakers et ce genre de choses. Et puis j'ai demandé à un copain coach, Eric, que je salue au passage, s'il pouvait animer un atelier de brainstorming pour trouver le bon nom. Et puis quand j'en ai discuté avec Eric m'a dit mais attends, c'est bon, je bosse, c'est vachement bien, quoi. Ça te correspond, il y a un côté fun, il y a un côté sérieux, etc. Bon, bah écoute, merci de ta contribution. Merci pour cet atelier. Voilà. Et donc, donc je me suis dit, bah, je bosse, c'est bon, ok, donc je vais déposer, je bosse à l'INPI. Comme d'habitude, ça prend un certain temps, il y a plusieurs semaines qui passent, etc. Et puis peut-être une semaine avant l'échéance où le nom est accepté, j'ai une entreprise de vêtements bien connue, dont les 4 dernières lettres sont les 4 dernières lettres de Je bosse, qui m'a taquiné un petit peu en disant bah, je suis désolé, mais les classes de droit de propriété là, de l'INPI, il y a certaines classes qui sont réservées par notre entreprise, et en plus vous empiétez sur notre truc alors que nous, voilà, etc. Et donc j'avais quand même un dossier de 80 ou 90 pages d'argumentaire comme quoi c'était les meilleurs, etc. Ce dont je ne doute pas sur leur périmètre, quoi. Mais voilà, moi, qu'est-ce que je voulais? Un petit solopreneur de l'entreprise de formation Je bosse dans région lilloise, qu'est-ce que j'allais faire avec ce grand mondial du vêtement, quoi. J'ai eu 2-3 contacts de personnes, effectivement, notamment des gens qui avaient été un petit peu taquinés par Canal+, parce qu'ils avaient déposé le mot planète dans leur mot, et puis planète, visiblement, c'est un mot qui a été déposé par Canal+, comme Hakuna Matata, je crois que ça a été déposé par Disney. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont des choses, des mots qui sont connus. Donc pour moi, boss, c'était un mot tout à fait standard. Et donc finalement, je me suis dit, bah, je vais faire le buzz, et puis voilà. Et puis donc j'ai fait un argumentaire de 23 pages sur LinkedIn. Je crois que ça va être mon plus gros post LinkedIn d'ailleurs. Donc voilà, j'ai eu pas mal justement d'échanges avec des personnes qui avaient rencontré la même difficulté. Je me suis dit, bah c'est tout. Voilà, je vais pas me battre. De toute façon, c'est pas. Il y a d'autres enjeux plus importants. Et puis la morale de cette histoire qui est plutôt sympa, c'est qu'en fait l'entreprise m'a contacté en me disant, bah écoutez, nous avons vu votre dossier argumentaire. Vous voyez, on a vu que vous engagez effectivement à ne pas nuire notre notoriété. Donc on vous propose de signer un accord de coexistence de marque. Donc voilà. Donc ça s'est terminé comme ça. Donc chapeau c'est pas mon concurrent, mais chapeau à cette grosse boîte internationale. Les citera, ils seront contents, ils se diront punaise, encore une fois on a de la pub. Surtout que pour la petite histoire, on en avait parlé tous les deux à ce moment-là, puisqu'on s'était rencontrés via LinkedIn, et on va vite y arriver tout doucement sur LinkedIn, mais tu commençais à partager des trucs sur LinkedIn avec Je bosse, et tu commençais à avoir vraiment beaucoup de retours. Donc il y avait un côté dommageable de dire du jour au lendemain, j'ai fait un travail, parce que pour avoir des abonnés sur LinkedIn, faut bien travailler sur une page entreprise. Et l'idée, c'est de dire mince, eux ils vendent des vêtements, moi c'est pas du tout ce que je vends. Donc voilà, il y avait cette volonté, et puis l'argumentaire, moi je l'ai trouvé top, quoi. Ouais. Oui, et d'autant plus que et là c'est peut-être un conseil à donner à des entrepreneurs, c'est moi j'avais déjà déposé Je bosse, j'avais déjà créé le domaine chez OVH au niveau internet, j'avais déjà fait créer mon logo par l'extraordinaire Laurent Subert, que je salue, et qui a fait un super logo et un super site web. Donc voilà, donc j'avais déjà investi derrière ce mot, en fait. Et donc le petit conseil que je peux donner, justement, si quelqu'un trouve un nom d'entreprise qui est sympa, qui veut le déposer, c'est qu'en fait j'ai un avocat qui m'a dit ce que vous auriez dû déposer, c'est le logo graphique. Voilà, donc c'est pas le nom, mais c'est effectivement le logo, et avec le logo, il n'y avait aucune ambiguïté possible avec d'autres entreprises, quoi. Donc voilà, c'est un petit conseil. Parfois, c'est peut-être pas toujours le nom qu'il faut déposer, mais effectivement, il y a un terme technique chez l'INPI, je sais plus, donc c'est la forme graphique du logo qui peut être déposée à la place du nom. Ok. Et donc, on va parler de LinkedIn, puisque en fait, c'est la manière dont on s'est rencontrés. On a partagé une fois, je ne sais plus, l'un a commenté le post de l'autre, ou je ne sais plus. Et puis, on s'est dit, tiens, on n'est pas loin. Pourquoi on ne prendrait pas un café? Je pense qu'on était avant confinement, après confinement. Je pense que c'était après confinement. Ouais, après le premier confinement. Ouais. Donc, on a pris un café, puis depuis, on continue à partager énormément ensemble. Et ce qu'il faut dire aux auditeurs et aux auditrices, parce que c'est vraiment un domaine, notamment si c'est des entrepreneurs, qui est un peu complexe. C'est vrai que sur LinkedIn, on voit plein de gens qui disent en 2 heures, ma méthode pour autant de milliers d'euros, vous deviendrez un spécialiste, tout. Puis on a l'impression que c'est vraiment des pages de vente toutes faites sans personnalisation. Toi, tu fais des ateliers LinkedIn. Pour en avoir suivi un, et Alexander, mon alternant, en a suivi un aussi, une partie, ou en tout cas, je lui ai basculé les conseils. Je ne sais plus s'il a suivi. Mais vraiment, tu es dans le concret. On travaille sur notre profil, et on voit des trucs et on se dit « Oh mon Dieu, je ne l'avais pas vu avant ». C'est tellement, entre guillemets, c'est tellement simple que je ne l'ai pas vu. Et toi, tu accompagnes vraiment dans
la construction du profil. Tu donnes pas des trucs en disant débrouillez-vous avec mes trucs. On le travaille ensemble, tu nous montres dans le concret. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces ateliers LinkedIn qui peuvent intéresser plein d'auditeurs et d'auditrices qui vont nous écouter? Ma caractéristique, c'est que j'ai pas envie d'être expert. Voilà. J'ai une bonne pratique de cet outil addictif qui est LinkedIn. Je crois que je dois y passer facilement 2 heures par jour, voire 3 heures. Enfin, voilà. Mais aussi parce que c'est là où il y a toutes les rencontres. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Donc, voilà. Donc, moi, ma vraie valeur ajoutée sur la plupart des sujets que j'adresse, c'est un regard différent. Voilà, c'est de sortir de regard. Donc, je me souviens qu'à l'époque, quand justement dans le cadre du plan de départ volontaire, il y avait des ateliers LinkedIn qui étaient proposés, mais ces ateliers sur la technique, comment on crée son compte, comment on met une photo, comment on met une photo d'arrière-plan, etc. Moi, ça m'intéresse pas. Tout ça, tu mets ça dans le support, comme ça les personnes peuvent être indépendantes. Le propos, c'est de leur donner un regard différent et se dire, tiens, vu de l'extérieur, voilà. Et donc, ce que je fais notamment, c'est que je balaye plein de façons différentes de mettre son titre, par exemple, de sa photo. Et je dis, mais regardez votre photo sur votre téléphone. Regardez, est-ce qu'on voit bien votre visage? Des trucs tout simplement. Moi, le fameux test du smartphone que j'utilise tout le temps, en disant, regardez le titre, regardez sur votre téléphone, regardez le titre, comment il s'affiche. Ah bah oui, il est trop long, il s'affiche pas en entier. C'est un peu dommage parce que peut-être ce qui était intéressant, c'était les derniers caractères qu'on voit pas. Et donc, c'est à partir de ce regard-là, et puis après, plein de conseils, etc. Mais des conseils qui partent aussi des participants. Parce que je dis souvent, et je l'ai sûrement dit au moment où tu as suivi l'atelier, c'est dire, parfois, tu te dis, mais pourquoi cette personne que je connais bien a choisi cette photo-là de profil? Mais elle est vraiment pas à son avantage, quoi. Et en même temps, c'est la photo qu'elle a choisie. Donc qui suis pour dire que c'est pas bien, quoi. Donc, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est de montrer la photo à des personnes qui nous connaissent et dire, est-ce que cette photo est fidèle à ce que je suis? Parce que, voilà, autant se faire aider quand même pour éviter de faire des impairs. Mais c'est ça, c'est un peu ça. C'est donc faire en sorte que les gens changent de regard et se disent, waouh! Alors ça, c'est vrai sur le profil, et donc avoir un profil professionnel. Et j'accompagne notamment pas mal de demandeurs d'emploi sur le sujet, ou même dans le cadre de 60 000 rebonds, des entrepreneurs qui veulent rebondir suite à un dépôt de bilan. Sur la partie publication, c'est pareil. Il y a des gens qui n'osent pas publier, etc. Et je leur dis, soyez authentiques, quoi. Enfin, c'est tout simple, mais soyez vous-même. Surtout, je ne vais pas vous donner de technique. Voilà, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est liker, réagir. Voilà, je like, je dis j'adore, etc. Bon, parfois, on va regarder, tiens, qu'est-ce qu'il y a liké? Bon. Deuxième niveau, qui est déjà plus important, c'est commenter. Et quand on fait un bon commentaire en disant, tiens, ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais et en même temps, est-ce que tu connais ça? Et là, parfois, il y a plein de gens qui vous like parce que ouais, c'est intéressant, il a apporté une plus-value. Et je me souviens, alors après, surtout ce que tu connais sans doute, la perle du greenwashing, ou c'est vrai ça, ou voilà, il y a des comptes qui sont assez connus. Et parfois, les commentaires recueillent beaucoup plus de likes et de commentaires que le post lui-même, parce qu'effectivement, le gars, il a une vraie valeur ajoutée sur le commentaire. Et donc, quand ton profil est déjà un profil bien professionnel et attirant, et que d'ailleurs, tu fais un commentaire qui attire le regard, les gens vont voir sur ton profil et naturellement vont commencer à te suivre. Et puis, la dernière étape, c'est effectivement de pouvoir publier. Alors, quand je dis publier, c'est effectivement pas republier un post, parce que là, ça n'a aucun intérêt. Enfin, il n'y a aucune visibilité, etc. Si c'est intéressant pour la personne qui cherche du boulot, et puis tu republies sa demande de boulot, bah là, ça va l'aider. Voilà. Mais pour toi, ça donne pas de visibilité. Mais effectivement, voilà, publier. Et moi, je suis toujours admiratif des personnes qui publient pour la première fois un truc, et puis qui, d'un coup, se retrouvent avec 50 likes alors qu'ils ont que 300 abonnés. Mais oui, mais c'est logique. Quand tu es authentique, quand tu parles avec le cœur, etc. Et puis bon, voilà. Maintenant, effectivement, LinkedIn, c'est pas Facebook, donc les petits chats et les trucs perso, etc. Perso, moi, je suis pas pour, je suis plutôt resté un peu professionnel, etc. Mais voilà, on peut aussi parler d'authenticité, et puis de ses kiffs, et de partager un moment de... Voilà, je me souviens d'un post que j'avais publié il y a quelques années, où j'étais arrivé devant une salle de formation dans mon ancienne entreprise, et puis il y avait des posters au mur, il y avait des feutres de couleurs, il y avait toute la salle avait été complètement aménagée, etc. Je me dis, waouh! Et donc, j'avais simplement pris la photo de la salle en publiant un post en disant waouh, on voit quand une formation va être réussie parce que les animateurs ont passé 1 heure à préparer la salle, etc. Et puis donc il y avait plein de gens qui avaient liké. Bah oui, c'est tout simple, ça correspond au métier de formateur. Et puis, mais c'est un instant, voilà, tu captes l'instant et tu en fais un moment d'émotion, un moment de partage avec la communauté. C'est clair. Donc, pour juste illustrer ce que tu viens de dire, moi, j'ai refait ma bannière avec mon nouveau logo. J'ai eu le réflexe que tu nous as donné, c'est que j'ai été regarder sur mon smartphone. Et effectivement, si je n'avais pas regardé sur mon smartphone, vu d'ordinateur, c'était génial. Tout corps. Et puis, quand je regarde sur le téléphone, je fais... Donc, en fait, j'ai travaillé en faisant ordinateur, téléphone, quand c'était le meilleur truc. L'autre truc aussi pour partager l'expérience vécue sur tes ateliers, c'est qu'on regarde nos propres posts. Et tu nous aides à les analyser, à dire, tiens, qu'est-ce que tu en retires? Au fond,
comme tu l'as fait sur Don't Panic, tu nous aides à prendre nous-mêmes le recul et à nous dire tiens, réfléchis, et tu as les bonnes techniques pour nous amener à réfléchir. Donc voilà, c'était l'illustration par rapport à LinkedIn qui est l'outil que tu utilises. Pour la petite histoire, tu es à 1500 abonnés sur ta page Je Bosse, ce qui est énorme parce que je vois que je publie quand même assez régulièrement et je suis à 400 et des patates et je me dis waouh, la force, mais parce que tu partages et tu donnes. Et justement, je voudrais rebondir là-dessus. Je sais que tu as quelques engagements qui sont certains peut-être bénévoles, mais d'autres peut-être de manière, je dirais un peu à des prix plus bas, etc. Quand tu dis j'accompagne des demandeurs d'emploi, est-ce que tu pourrais partager un peu sur un ou deux trucs que tu offres de ton temps, parce que allez vas-y, c'est aussi un peu le podcast où on dit on parle des choses qu'on peut faire, on peut aller de l'avant, on peut donner aux autres, on peut partager, et donc t'es l'illustration même sur LinkedIn, mais je sais que tu le fais aussi dans la vie de tous les jours. Oui, il y a plein de... Alors je veux pas commencer à faire le catalogue de alors je fais ci, je fais ci, je fais ça. Mais au moins un truc que tu auras envie de... Pour même mettre en avant les gens qui sont peut-être... tu interviens peut-être toi ponctuellement, il y a peut-être des gens qui interviennent au quotidien. Si tu veux en parler, ça leur fait une petite mise en lumière, et puis peut-être même qu'il pourrait y avoir un ou une bénévole sur le podcast qui viendra en parler. Deux choses qui me tiennent à cœur. Première chose, c'est le tarif de mes ateliers. Quand tu t'adresses à une entreprise professionnelle, etc., souvent ils ont leur grille, voilà, ils ont leurs tarifs classiques, etc. Et puis parfois il y a le marché, et le marché est connu des acheteurs, des commanditaires, en général ils connaissent le marché. Quand tu t'adresses au grand public, ils ne connaissent pas le marché. Et donc, parfois, une formation de 2 heures, ils vont la payer 10 €, etc. Ce qui correspond pas du tout à l'état du marché. Pour 2 heures, en général, les prix sur étiquette, c'est plutôt 250, 300 €. Voilà. Donc, je me suis dit, comment je fais ? Voilà. Moi, j'aimerais bien faire en sorte que tout le monde puisse participer à mes... le demandeur d'emploi qui n'a pas forcément les moyens, ou l'étudiante qui sort d'école qui veut faire un profil LinkedIn professionnel, n'a pas les mêmes moyens qu'un salarié en place, etc. Donc, je me suis dit, je voudrais faire du tarif libre. Donc voilà, faire en sorte que chacun paye en fonction de ce qu'il pense pouvoir, en fonction de la valeur qu'il attribue et puis de ses moyens, en respectant bien sûr mon travail. Et donc j'avais fait un premier test, et puis effectivement, si tu fais un test comme ça, sans donner le prix des marchés, c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit, alors c'est pas tout à fait un tarif libre, hein, j'ai un copain qui m'a taquiné sur le sujet, donc je dis, voilà, le prix du tarif officiel, c'est 100 € pour les 2 heures, ce qui n'est pas énorme, voilà. Non. Mais je me dis, et chacun est libre de mettre ce qu'il veut. Et je trouve ça important. Et au début, je me suis taquiné en me disant, mais est-ce que tu acceptes que quelqu'un mette 20 € et quelqu'un d'autre mette 100 ? Je me dis, mais oui, parce que c'est la valeur subjective et les capacités subjectives de chacun, etc. Et peut-être que la personne qui met 20, il est peut-être DRH dans une entreprise, et puis il veut simplement tester le truc et puis se dire, ah bah oui, tiens, c'est vraiment bien, et puis je bosse pour faire un complément à un parcours qui existe. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et je trouve que c'est important. Et à ce titre-là, et là, c'est un petit clin d'œil à Étienne Collignon aussi, qui m'a donné cette astuce-là, c'est de dire effectivement, il y a des personnes pour qui le tarif sera 0, et puis il y a d'autres personnes qui paieront le prix normal d'une formation, quelle qu'elle soit. Voilà. Et puis le deuxième point, en termes de bénévolat ou d'accompagnement, j'ai été formé juste au moment où j'ai basculé sur effectivement la formation. Mon DRH de l'époque m'a dit, il faut absolument que tu sois formé au 6e. Je dis, 6e, c'est quoi ? Mais tu verras. Il n'a pas voulu me dire, donc c'est 6e, SISEM. Et puis donc je suis allé à cette formation, mais sans vraiment trop savoir. En fait, le 6e, c'est une typologie de personnalité. Tu connais peut-être le MBTI, l'énéagramme, le DISC, le Processcom, etc. Donc là, c'est une typologie particulière qui a la caractéristique d'avoir été fondée par Éric Mortier, qui est quelqu'un de la région Île-de-France, de la région Hauts-de-France, pardon, qui est de Marc-en-Barœul, et dont la clé d'entrée, c'est la motivation. Donc, quand tu fais ton profil en bilan de motivation, comme on dit, ton profil de motivation, tu te retrouves à identifier dans ton parcours qu'est-ce qui t'a fait vibrer dans ton parcours. Donc, on n'est vraiment pas sur du cérébral, on est bien sûr sur du comportemental, ça joue sur le comportement, mais c'est vraiment sur ce qui te fait vibrer, ce qui te fait bouger, avancer dans la vie. Et donc, à partir du moment où j'ai découvert ça, j'ai découvert effectivement ce qui faisait la cohérence, ce qu'on disait tout à l'heure, la cohérence de mon parcours. C'est effectivement, dans mon parcours, il y a beaucoup de créativité. D'abord, c'est la première chose où effectivement, j'essaie de changer le regard. Et le fait de vouloir proposer de changer le regard aux autres, c'est ça. C'est dire, je vois le monde autrement et je me dis, qu'est-ce que je peux mettre à la place et comment je peux le faire autrement. C'est-à-dire, ça me joue des tours parfois, parce que même mes supports, 2 jours avant, parfois je les remodifie alors qu'il faudrait
faudrait que j'arrête de remodifier en permanence. Et puis la deuxième dimension que j'ai découverte chez moi, c'est toute la partie dimension sociale, à travers l'accompagnement des personnes et la rencontre. Voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'est rencontrés sur LinkedIn, peut-être que tu as le même moteur. Voilà. Et donc cet outil-là est passionnant. Je le propose ici à des étudiants de l'Université catholique de Lille pour travailler sur leur orientation professionnelle. Et voilà. Et effectivement, il m'arrive effectivement de proposer de travailler sur le sujet de façon gratuite avec une personne qui est en difficulté, voilà. Ou en difficulté, ou qui, voilà, c'est parfois je me souviens d'avoir accompagné au moins deux fils d'un copain qui effectivement avaient des difficultés à se dire, je sais pas pourquoi je suis fait dans la vie, etc. Et effectivement, les orientations dans un monde incertain comme le nôtre, c'est pas toujours évident. Et de comprendre ce qui nous fait vibrer et de se dire, si je fais une activité de ce type-là, voilà, ça va me faire vibrer, ça va m'épanouir, c'est super important. Et c'est pas les compétences. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, ah oui, j'ai peut-être fait des compétences d'informatique, mais peut-être en pédagogie, ces moteurs-là sont alimentés aussi. Et ouais, ils sont alimentés aussi. Et voilà, et c'est comme ça que certains peuvent changer de métier et faire des métiers qui n'ont absolument rien à voir. J'ai connu quelqu'un qui était informaticien, qui était pas dans ma promo, mais juste avant lycéenne, et qui est devenu plombier. Et puis, non, électricien. Et donc voilà, et c'est très bien. Sans doute, il avait un côté manuel, un côté activité où il fallait bouger, etc., qu'il retrouvait peut-être dans son métier d'informaticien et qu'il retrouve aussi dans son métier d'électricien. Donc voilà. Pour répondre, c'est cette deuxième dimension-là que je propose parfois de façon bénévole, parce que c'est un super outil, et avec tous ceux qui sont formés à cet outil, qui sont praticiens, on se dit toujours, mais pourquoi dans les écoles élémentaires, en CP ou en CM1, on fait pas ce genre de choses, parce que voilà, c'est tellement important de se dire, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te donne envie d'avancer, quoi, et te fait lever le matin, quoi. Tu as tellement raison, je pense qu'on a beaucoup de choses les formateurs et le monde de l'entreprise à apporter à l'école, et inversement, je pense, dans les deux sens. Écoute Stéphane, je te remercie de t'être levé aux aurores, puisque tu as accepté de venir tôt, ce qui me permet moi d'avoir une journée de travail normale, et toi aussi, et de faire le podcast un peu en mode bénévolat, parce que c'est pas avec ça que je gagne ma vie, mais j'adore pouvoir partager, et en plus partager un moment avec quelqu'un avec qui je partage beaucoup de moments. Donc moi, si je devais résumer ce podcast, ça prouve qu'il n'y a pas d'âge pour jouer. Et il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Voilà, on peut s'éclater à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Et tu t'es éclaté chez Auchan, tu t'es éclaté dans ton parcours informaticien avant. Et on sent qu'il y a une vraie motivation, une vraie envie de partager. Et si vous ne connaissez pas encore Stéphane, je vous inviterai dans les notes du podcast à aller le rejoindre. Et surtout rejoindre sa page Je Bosse, où il partage pratiquement presque tous les jours quelque chose, et il y a des fois il partage des trucs, des perles que moi j'utilise aujourd'hui en formation, donc je lui dis merci parce que c'est du partage offert. Donc c'était pour ça que je voulais lui offrir cette vitrine, ce podcast par rapport à son parcours, mais aussi pour lui dire merci pour tous les partages qu'il fait et le mettre encore plus en lumière. Donc Stéphane, merci, on va pouvoir aller se prendre un café, une viennoiserie, hein, voilà, on l'a bien mérité. Merci Frédéric, à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Stéphane, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast ? Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast, ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y, et d'ici là, portez-vous bien.